Donc bonjour à tous, bienvenue à la webconférence Esker et Sitwell organisée ce matin sur le thème Comment packager votre promesse client et aligner les directions marketing, service client et administration des ventes, commerce et supply chain. Donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vous avez à disposition un onglet de chat sur votre droite pendant lequel vous pouvez tout au long du webinaire poser les questions que vous trouveriez pertinentes. On y répondra soit au cours de la présentation si on a le temps, soit dans la session dédiée à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas. On vous souhaite en tout cas la bienvenue dans cette webconférence. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce matin Olivier Gonneau de chez Sitwell et Cathy Julien de chez Esker. Bonjour. Bonjour. Peut-être Olivier, je vous laisse vous présenter rapidement. Merci. Donc, je suis senior manager chez Sitwell. Sitwell, nous sommes un cabinet de conseil en supply chain, performance des opérations, service client et conduite du changement. Ça veut dire que nous menons des projets de transformation pour les entreprises. Et en particulier, je suis en charge de développer le sujet promesse client et politique de service. Merci. Cathy, tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cathy Julien. Je suis responsable des partenariats au sein d'Esker. Donc, Esker, c'est un éditeur de logiciels français. Nous sommes l'un des leaders mondiaux d'édition de solutions de dématérialisation et d'automatisation des processus métiers. On couvre avec nos solutions à la fois le cycle purchase to pay, donc de la commande fournisseur à la facture fournisseur, et le cycle order to cash, donc de la commande client à la facture client et au recouvrement. Ok. Voilà le sommaire que... Alors, si la slide veut bien. Voilà, donc dans un premier temps, Olivier nous donnera une définition et un périmètre du métier et quelques définitions autour de la promesse client. On verra ensuite les enjeux et les problématiques qui sont associés. On verra la conviction de Sitwell dans cette démarche et on terminera avec un zoom plus particulier sur des solutions de digitalisation et en l'occurrence des solutions de traitement des commandes clients. Voilà pour le sommaire. Olivier, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur le terme promesse client et politique de service. Pourquoi est-ce qu'on différencie promesse client et politique de service? Pour faire simple, la promesse, c'est un commercial qui va dire, Madame, Monsieur, le client, je peux vous livrer ce produit sous 48 heures, par exemple, partout en Europe. Ça, c'est la promesse, c'est ce qu'on affiche commercialement. La politique de service, ce sera par exemple, très bien, je peux vous livrer en 48 heures, mais pour cela, s'il vous plaît, passez la commande avant 16 heures, parce qu'on a un peu d'organisation en interne. On a des quantités mini ou maxi, liées à des problématiques logistiques. On a un packaging standard. Si vous en voulez un particulier, il faut qu'on en parle avant. Bref, la politique de service, ce sont toutes les conditions de réalisation. Donc d'un côté, on a le discours commercial, la promotion, et d'autre part, tous les soucis logistiques qu'on retrouve en interne. Donc on a voulu revenir à la base du marketing avec les 4 P que vous connaissez certainement, produit, prix, place et promotion. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que la supply chain a un rôle important à jouer dans chacun des axes. Par exemple, les délais de livraison, vous voyez, tout est un peu en couleur taupe. Les livraisons, moyens de transport, bien sûr, mais aussi le conditionnement, tout ce qui est gestion de la commande, même si les équipes ADV sont quand même traditionnellement rattachées aux équipes commerciales, elles font un exercice de logistique de supply chain. Alors, la problématique, elle est structurante parce que la question qui se pose entre les directions de supply chain et marketing, alors si on se met à la place d'un industriel en B2B qui a une présence globale, donc internationale, avec plusieurs sites de production, des marchés différents, plusieurs fois, j'ai entendu dire la direction de supply chain dire au marketing, dis-moi ce que veulent les clients, dis-moi ce que tu veux leur offrir, et moi je pourrais m'organiser pour répondre à leurs besoins. Ou en tout cas, je pourrais mettre en place des organisations différentes et avec des coûts différents. Par exemple, sur un délai de livraison, s'il faut livrer en 24 heures ou en une semaine, l'organisation logistique n'est pas du tout la même. Le coût n'est pas le même. Ça veut dire que dans la démarche, la promesse client, elle est déterminante. C'est le premier point, le premier niveau d'alignement qui est nécessaire entre la supply chain et le marketing. Et de là vont découler toutes les autres décisions. Quel est le meilleur réseau logistique pour ce niveau de service? Quels sont les niveaux de stock nécessaires et quelle est bien sûr l'organisation, les processus et les outils que je dois mettre en place.
Alors, avec l'expérience qu'on a chez Sitewell et qu'on a eu la chance on a eu la chance de faire plusieurs projets passionnants avec nos clients, on définit la promesse client suivant 6 axes. Hein, tout ce qui est délai de livraison, niveau de service, la gestion de la commande, gestion du stock, tout ce qui est plus proche du packaging, les services plus et les opérations logistiques. Et en fait, quand on regroupe tous les services associés à chacun de ces axes, eh ben, on a un catalogue de services qui peut se mettre en place dans beaucoup de sociétés, que ce soit des industriels ou la distribution. Et donc, on retrouve par exemple les livraisons express. C'est un service qui a de la valeur. On a des notions de quantité économique au minimum de commande. On a tout ce qui est suivi de la commande. On a les abonnements, on y reviendra tout à l'heure. On a bien sûr les bons de livraison dématérialisés, et c'est un service. Esker pourra en parler tout à l'heure. On peut proposer à des clients d'avoir un stock réservé ou un stock consigné. On peut proposer des packagings différents, des flux retour, des contacts dédiés. Bref, on a une multitude de services possibles. La question, c'est qu'est-ce qu'on va proposer à quel client? Alors, je voudrais vous présenter quelques bonnes pratiques. Si on parle politique de service, et donc conditions de réalisation. Quelles sont les règles de gestion qu'on met derrière tous ces services? Par exemple, en cas de pénurie, vous avez des clients importants, vous avez des petits clients. En cas de pénurie, on a envie de dire naturellement, on va privilégier les clients importants. Mais en même temps, on peut se dire, un petit client qui commande une fois par an, une petite quantité, lui, il sera plus impacté par une rupture, par exemple, qu'un client important. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tout donner aux gros clients, ou est-ce que d'abord aux petits clients, ou est-ce qu'on va dimensionner une sorte de fair share? Ou voilà, toutes ces questions-là, elles font également partie des politiques de service différenciées, et c'est clairement des choses qu'il faut définir en amont pour que les équipes plus opérationnelles puissent exécuter ça correctement. Autre bonne pratique qui peut porter plusieurs noms, les commandes ouvertes ou les abonnements. Alors là, c'est amusant parce qu'en général, en B2B en tout cas, les commerciaux, ils aiment bien dire à leurs clients, je vais te proposer des abonnements et comme ça, tu auras un meilleur niveau de service. Et donc, en fait, c'est plutôt une négo annuelle. Parce qu'au final, le client, il va quand même placer ses commandes tous les mois, toutes les semaines, mais il modifiera la veille s'il faut. Donc, est-ce que pour la supply chain, c'est un abonnement? La bonne pratique, c'est plutôt de dire, monsieur le client, je vais vous offrir le meilleur niveau de service en termes de fiabilité, de délai de livraison. Mais en échange, nous, on a besoin de visibilité. Et donc cette visibilité, ça nécessite des horizons de travail et un horizon de modification au-delà duquel essayer de ne pas modifier la commande, quoi. Voilà. Autre bonne pratique, c'est la progression qu'on peut proposer dans la gestion des commandes du stock du client. Tout à gauche, vous voyez le niveau de base, c'est le client qui gère son stock, bien entendu. Donc, il passe ses commandes tous les mois, toutes les semaines. On peut commencer à dire qu'on va réserver du stock pour lui, pour assurer un meilleur niveau de service. Et puis on peut également dire qu'on va faire du co-VMI, donc c'est la proposition de commande. Ça veut dire qu'on s'est un peu connecté au stock du client pour voir quel niveau, on connaît ses niveaux de consommation, on peut proposer des réapprovisionnements. Après, il y a une bascule. Là, on peut faire du VMI, Vendor Managed Inventory. On devient responsable du niveau de stock du client. Maintenant, le client reste toujours propriétaire. Et donc là, le service, c'est de gérer l'approvisionnement, les flux pour le client. C'est un service qui a de la valeur. Et ultimement, si vraiment on a fait du VMI, on peut proposer au client d'avoir ce stock en consigné. Ça veut dire qu'il ne paye que lorsqu'il consomme ce stock-là. Malheureusement, ce qu'on voit assez souvent, c'est des pratiques où finalement un commercial va proposer du stock consigné au client sans qu'il VMI. Donc en fait, vous jouez la banque. Voilà, vous faites la banque et vous n'avez pas l'avantage de pouvoir gérer le stock votre stock en fait chez le client. Voilà. Une autre bonne pratique qui est assez intéressante, c'est tout ce qui est suivi de la commande. Donc là, depuis la réception de la commande jusqu'à la confirmation, préparation, expédition, livraison, on peut définir plusieurs niveaux d'information, de communication au client. Le niveau minimum qu'on recommande, bien entendu, c'est de confirmer que la commande a été reçue, un délai standard, éventuellement d'alerter le client en cas d'aléa. Et puis le plus, c'est quasiment d'invertir par tous les moyens de communication possibles, d'avertir le client des différentes étapes du process.
Alors là, il y a deux retours intéressants que j'ai pu voir chez les industriels. Un industriel qui avait une présence mondiale et des milliers de clients en France disait que le jour où il a mis en place des confirmations d'expédition par SMS à ses clients directs, et ben il a fait baisser de 80% les appels entrants au customer service. 80%. Ça veut dire qu'en fait, ben, la plupart des appels qu'il avait, c'était des clients qui voulaient savoir où en était la commande tout simplement. Et ils ont le droit, ils ont raison. Donc en mettant en place ce service de confirmation d'expédition, les équipes customer service ont pu se consacrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. L'autre petite histoire chez un autre industriel, plutôt dans le bâtiment, c'était que ils ont mis en place un service de géolocalisation des camions, ce qui fait que quand un client appelait le customer service, ce dernier pouvait répondre, écoutez, le camion, je le vois quasiment, il est au rond-point, il arrive dans 5 minutes. Voilà, donc ça c'est encore un service qui a de la valeur, mais bien sûr qu'on met en place avec parcimonie. En fonction du délai de livraison, il serait plus ou moins intéressant de savoir où est le camion. Alors, dans les problématiques, les enjeux, pourquoi être orienté client? Pourquoi redéfinir sa promesse client? Il y a trois possibilités qui peuvent se cumuler. Premier point, ça peut être pour fidéliser le client, pour répondre aux besoins du client et faire baisser le churn. En marketing, vous mesurez peut-être le taux d'érosion de vos clients. Voilà, si vous voulez faire baisser le churn, vous pouvez. Il y a des services qui sont captifs et qui retiennent vos clients. Vous voulez sans doute innover pour rester leader ou alors devenir leader sur le marché. Et donc, vous allez chercher des services additionnels qui vont vous différencier par rapport à vos clients. Ou alors, vous souhaitez également être compétitif. Ça veut dire optimiser vos fonctionnements internes et faire baisser, par exemple, les coûts logistiques de distribution. Voilà. Alors, là, jusqu'à maintenant, on a parlé des services qu'on pourrait proposer aux clients. Ce qu'on pense, et c'est un message très fort également, c'est que ces services, on ne peut pas les offrir à tout le monde. Vous ne pouvez pas, en tout cas, ce serait trop cher pour vous, les offrir à tous vos clients de la même façon. Malheureusement, vos clients ne sont pas égaux. Ça veut dire qu'on vous recommande bien sûr de faire une segmentation. Alors, classiquement, les segmentations, vous les faites par activité. Au sein des industriels, il y a des activités différentes. On peut les différencier également des distributeurs. On peut mettre un peu à part les pays qui sont en grand export parce qu'ils ont une contrainte de délai particulière. Et classiquement, on voit également des segmentations type ABC. Tout le monde connaît la loi de Pareto, 80%, 15%, 5%. Encore que on peut se demander est-ce que c'est un Pareto sur le chiffre d'affaires réalisé ou le chiffre d'affaires à venir. Mais ce que j'ai vu chez d'autres clients plus récemment, et s'ils m'entendent, je les salue et je les en remercie pour ce projet passionnant. Ce qu'on a vu plus récemment, c'est que on peut également segmenter les clients suivant leur comportement. Un comportement qui va être un ratio de volume de commande par rapport à la fréquence de commande. Un petit client qui commande une fois par an une petite quantité, ou un moyen client, il n'a pas les mêmes besoins qu'un client, même s'il n'est pas très important, qui commande régulièrement les mêmes quantités. De la même façon, il y a un autre axe à développer, c'est la notion de marge. Un client avec qui vous faites beaucoup de marge sur la vente, naturellement, vous aurez envie de proposer plus de services qu'un client pour qui seul le prix compte, et ma foi, c'est pas nécessaire de s'époumoner à proposer des services supplémentaires. Donc ça, c'est un principe de base. Segmentez vos clients pour différencier le niveau de service, des services de base communs à tout le monde, des services optionnels qui auront peut-être un coût supplémentaire, et des services qui non seulement auront un coût supplémentaire, mais qui en plus ne seront pas offerts à tout le monde. Voilà, alors je pourrais vous parler de la démarche de construction de la promesse client et des politiques de service, mais d'abord, quelles sont les sources qui sont nécessaires pour construire une offre? Des sources externes et internes, externes, une enquête client, analyse de la concurrence, des benchmarks, de bonnes pratiques. Et on va voir également par la suite des sources internes liées à vos technologies, votre supply chain, l'analyse de coûts et une approche collaborative. Dans les sources externes, on recommande bien entendu de faire une enquête client. Alors d'abord, ce ne sont pas des enquêtes de satisfaction, mais bien des enquêtes d'analyse de besoin, ce qui est différent. Ça veut dire que
les personnes qui vont faire les appels, il s'agira que ce soit pas les équipes commerciales, parce que sinon vous allez rapidement rentrer en phase de négociation. Ce n'est pas le but. Recensez les besoins de vos clients et suivant votre maturité, si vous sentez que vous connaissez mal vos clients, ma foi, faites plutôt des entretiens qualitatifs. Vous allez passer du temps avec un échantillon de clients pour comprendre en profondeur leurs besoins. Et sinon, si vous pensez que vous voulez plus cerner certains services déjà présélectionnés, privilégiez le volume et faites des enquêtes plutôt en masse. Il y a des organismes d'enquête qui font ça très bien pour avoir des statistiques par segment de clients. Regardez ce que fait la concurrence. Bien sûr, suivant que vous soyez leader ou non, vous le ferez différemment, mais regardez ce que fait la compétition. Et on l'avait déjà dit, on l'avait évoqué avant. Identifier les services qui seront des différenciants par rapport à la concurrence. Des benchmarks, alors on l'organise régulièrement et c'est toujours avec plaisir. Rencontrer des industriels qui sont pas concurrents, mais qui ont des problématiques similaires parce que soit les caractéristiques des produits sont à peu près les mêmes, soit parce que le marché de vos clients est un peu similaire. Ça fait toujours des rencontres très intéressantes et des partages intéressants sur le niveau de maturité que vous pouvez avoir par rapport à d'autres sociétés. Voilà. Alors bien sûr, les bonnes pratiques. Nous, on vous apporte très volontiers beaucoup de bonnes pratiques. On vous a montré quelques exemples avant. Mais en interne, vous avez également des bonnes pratiques qu'il faut bien identifier et faire grandir. Dans les sources internes, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on vit une époque où les solutions fleurissent. On parle de supply chain 4.0, de digitalisation, donc avec de l'impression 3D, du big data, de l'IoT, de la dématérialisation. Tout à l'heure, Cathy pourra en parler en détail. Voilà, ça c'est des éléments à prendre en compte. Ça peut être des sources de services à valeur ajoutée et différenciants. Bien entendu, votre supply chain est à prendre en compte par ses aspects structurels, par exemple l'implémentation de vos usines en Europe ou dans le monde. Quelles sont vos contraintes liées à vos produits ou votre activité en pharmacie, par exemple, des contraintes de traçabilité, en agroalimentaire, des contraintes de température dirigée. Voilà, toute la démarche s'ancre dans la segmentation de vos clients. Faites également une analyse de la valeur. Décomposez vos coûts par activité depuis la passation de la commande par un client jusqu'à la livraison et identifiez quelles sont les zones de profitabilité, les marges de manœuvre et puis surtout quels services vous offrez déjà à vos clients et quels services pourraient être vendus en fait parce qu'ils ont déjà de la valeur. Voilà. Et bien entendu, tous les sujets doivent inclure les intéressés, c'est-à-dire toute la construction de l'offre doit se faire avec le marketing, le commerce, la supply chain, la finance, le transport, la production et les systèmes d'information, bien entendu. Voilà. Il y a déjà des questions qui apparaissent, je crois. Je vais passer la parole à Cathy pour la suite. Oui, merci. Donc, pour illustrer de façon concrète, en fait, comment les différentes sources que vient d'exposer Olivier vont permettre de construire la promesse client, on a choisi de faire un focus aujourd'hui sur l'une de ces sources qui est la dématérialisation et plus particulièrement la dématérialisation du traitement des commandes clients. Donc, sont illustrés ici les 4 axes de la promesse client développée par Olivier, délai, opération, commande et services. Et l'objectif de cette partie maintenant de webinaire est de vous démontrer en quoi des solutions de dématérialisation de commandes clients vont pouvoir vous aider à concrétiser votre démarche de construction de promesse client. Donc voici tout d'abord quelques métriques pour vous donner du contexte sur le traitement des commandes clients dans les entreprises aujourd'hui. On a réalisé Esker l'année dernière un baromètre en partenariat avec le groupe CXP. Ce baromètre portait sur les modalités de gestion du processus de traitement des commandes et des litiges clients en entreprise et les performances observées. Donc, dans ce baromètre, certaines métriques sont très représentatives de la difficulté qu'ont les entreprises à maîtriser leur cycle order to cash et le traitement de leurs commandes clients plus particulièrement. Vous voyez ici, 59% des entreprises considèrent que la gestion des commandes clients est principalement un enjeu administratif.
55% ne disposent d'aucun indicateur lié au traitement des commandes clients. C'est le cas par exemple d'un indicateur qui est essentiel, qui est le volume des commandes clients non saisies dans le système. 42% des entreprises de notre panel n'avaient pas cette information. Une très large majorité des entreprises doivent gérer au moins 3 canaux de réception de commandes avec des difficultés pour un quart d'entre elles à faire face au pic d'activité. Et puis, dernière métrique, le coût moyen de traitement manuel d'une commande client est estimé par ces entreprises à 24 €. Pourtant, la commande client, c'est bien ce qui garantit au final le chiffre d'affaires de l'entreprise et la gestion efficace de cette commande, c'est bien ce qui garantit la satisfaction client. Donc, le traitement de la commande client, c'est donc l'un des processus à améliorer en priorité lorsqu'on construit la promesse client. Alors, comment une solution de dématérialisation va vous aider? Voici comment fonctionne globalement la solution Esquerre. Et puis, on verra comment cette solution va vous aider sur chacun des axes ensuite de la promesse client. Donc, comment ça fonctionne globalement? La solution, c'est d'abord un point d'entrée unique pour toutes vos commandes clients. Ça vous permet ainsi d'avoir une seule vue consolidée sur toutes vos commandes, quelle que soit la façon dont elles vous ont été envoyées. Vous avez de cette façon aussi un suivi, un tracking des dates, heures de réception de toutes vos commandes. Les données qui sont contenues dans la commande vont pouvoir être extraites automatiquement. Ça va nous permettre de faire un routage automatique de la commande vers la personne responsable de son traitement et on va pouvoir aussi détecter les doublons de commandes éventuels et déclencher, si besoin, un certain nombre de workflows de validation pour valider différents points, le crédit client, la quantité en stock, les références articles, etc. La validation automatique, elle se fait à la fois au niveau des données d'entête de commande, mais au niveau aussi des lignes articles, de façon à, in fine, pouvoir créer automatiquement la commande dans n'importe quel ERP et éviter l'étape de saisie manuelle. La commande sera archivée ensuite en fin de processus avec une durée de rétention des données qui est paramétrable. Et puis, les utilisateurs vont avoir accès à un moteur de recherche qui va permettre de visualiser et de retrouver rapidement la commande et ses éléments liés en cas de besoin d'appel client. On a un module de pilotage de l'activité qui est disponible, qui va permettre de mettre en place des dashboards qui vont à la fois permettre de piloter l'activité quotidienne du service ADV, mais aussi d'obtenir l'évolution de la performance du processus à moyen et long terme. Et puis, dernier module disponible, la gestion des réclamations, qui va vous permettre de centraliser la réception et l'enregistrement des litiges, de les suivre et puis de donner de la visibilité à ces litiges sur d'autres personnes dans l'entreprise. Voilà comment la solution fonctionne de façon globale. On va voir maintenant comment elle va vous aider sur les autres axes de la promesse client, qui sont donc le délai, les opérations et le niveau de service. Donc sur le délai tout d'abord, systématiquement, en fait, sur chacun de ces points, on vous a mis quelques métriques qui sont le résultat de l'étude CXP et puis on vous explique comment ensuite la solution va vous aider. Donc sur le délai, voici les résultats de l'étude qu'on a menée avec le CXP sur ce point. Quasiment toutes les entreprises disposent d'engagements de service vis-à-vis de leurs clients, mais seulement 10% déclarent qu'elles les honorent de façon systématique. 35% des entreprises font face à des pics d'activité. Un quart des entreprises font face à des pics d'activité, mais n'arrivent pas souvent, voire très souvent, à saisir toutes leurs commandes dans les objectifs de temps de traitement qui leur sont assignés. Et puis, enfin, la moitié des entreprises n'ont pas d'indicateurs qui leur permettent d'identifier immédiatement les commandes prioritaires au moment de la réception. Les commandes prioritaires sont donc gérées de façon tout à fait normale dans le flux de commandes quotidien sans qu'il y ait de préoccupation particulière sur ces commandes prioritaires. Donc, quels sont les éléments dans la solution Esquerre qui vont vous aider sur tous ces points pour réussir à accélérer le délai de prise en compte des commandes. Donc, le premier point, c'est que donc l'extraction automatique des données qui sont contenues dans la commande va vous permettre à la fois de faire un routage automatique de la commande vers la personne qui sera responsable de son traitement
Et puis aussi d'éviter à cette personne une saisie manuelle des informations dans son système d'information, ce qui va lui faire gagner du temps dans le traitement de sa commande. La solution va également aussi automatiquement détecter les doublons de façon à ce que les commandes ne soient pas saisies 2 fois, et puis détecter automatiquement la notion de commande urgente. Et on va faire apparaître de manière claire ces commandes urgentes sur la homepage de l'utilisateur, de façon à ce qu'elles soient prises en compte le plus rapidement possible par le service client. Effectivement, les utilisateurs vont disposer d'une homepage qui pourrait être mise en place avec des dashboards et des métriques qui correspondent à leurs besoins précis. Pour ceux avec un profil ADV, on va pouvoir mettre des indicateurs et des dashboards qui permettent de suivre et d'évaluer l'activité quotidienne, leur activité quotidienne ou l'activité quotidienne du service. On peut avoir des profils un peu plus managers qui vont avoir effectivement des vues consolidées sur l'activité globale du service, mais aussi des indicateurs de performance du processus de traitement des commandes et des litiges. L'objectif, c'est vraiment de donner à l'ADV le plus de visibilité possible sur les commandes à traiter pour les traiter le plus rapidement possible. Au quotidien, par exemple, chaque personne de l'ADV va avoir accès au montant des commandes en cours, au volume de commandes en cours, les commandes en attente de validation, chez quel valideur elles sont en attente de validation, depuis combien de temps, le volume et le montant des commandes prioritaires, le nombre de litiges en cours, etc., etc. Au niveau du responsable du service client, lui, il va avoir plutôt des indicateurs, en plus d'être consolidé en termes de volume, par exemple, des indicateurs pour améliorer la performance globale du service. Typiquement, on met en place un indicateur de délai moyen de traitement des commandes par équipe, voire par personne de l'ADV et par client. Ça permet de détecter potentiellement des problématiques récurrentes comme un délai anormalement long de traitement des commandes pour un client donné et du coup d'essayer de prendre des mesures correctives. De la même façon, le suivi des raisons de réclamation client va permettre de détecter des points d'amélioration et du coup de permettre une démarche d'amélioration du processus. Il y a un jeu de couleurs sur ces indicateurs qui permet d'attirer l'attention sur les points problématiques. On va voir maintenant le troisième axe de la promesse client qui sont les opérations. À nouveau, quelques éléments chiffrés de contexte pour illustrer les problématiques rencontrées. On a choisi d'illustrer avec le taux moyen de litige. Donc, dans les entreprises qu'on a interrogées, le taux moyen de litige était de 8%, 50% des litiges liés à une erreur de saisie, 40% à une erreur de prix et on a dans 39% des cas, les entreprises nous ont dit qu'également une erreur du client pouvait être source de litige, une erreur du client dans la passation de sa commande. Donc, comment la solution Esker vous aide pour sécuriser la prise de commande et donc avoir un impact positif sur votre supply chain? On va déjà automatiser un certain nombre de contrôles préalables à l'enregistrement de la commande, contrôles qui sont automatisés. On va vérifier que le client existe bien dans la base de données. On va vérifier qu'il a bien le droit de commander, que son crédit client est OK. On va vérifier automatiquement les stocks. On va vérifier les références articles et éventuellement faire un mapping en cas de référence article différente entre vous et votre client. La solution va également permettre d'identifier les éventuels doublons de commandes, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter les doubles livraisons. On va pouvoir déclencher automatiquement des workflows de validation électronique en cas de besoin de contrôle particulier, un montant de commande particulièrement élevé, un client VIP, enfin tout ce qui pourrait paraître étonnant entre guillemets sur la commande client par rapport à son habitude. Et tout ceci, ça a effectivement pour objectif de faire baisser le taux d'erreur de saisie, donc de sécuriser les livraisons et donc d'éviter les réexpéditions de marchandises à cause d'une mauvaise prise de commande, mauvaise livraison. Le module de traitement des litiges, du coup, c'est aussi très utile dans cette démarche puisqu'il va permettre d'historiser les raisons des litiges clients, d'historiser les modes de résolution et puis, comme je disais tout à l'heure, de mettre en avant des problèmes récurrents. Ça peut être, par exemple, quand vous utilisez un transporteur, il a un taux de marchandises qui arrive détérioré qui est beaucoup plus élevé que les autres transporteurs.
Et puis de la même façon que pour la commande, dans les litiges aussi, on a un workflow de validation qui peut être déclenché pour valider l'option de résolution du litige retenu par exemple. Et là aussi avec une historisation des données. Et puis dernier point lié à la supply chain, c'est que la solution, elle va pouvoir donner aux acteurs de la supply chain de la visibilité sur les commandes à expédier, sur leur degré d'urgence, avoir des notifications d'alerte ou un jeu de couleurs qui permet d'alerter la supply chain pour les commandes prioritaires ou les commandes qui sont d'ores et déjà hors SLA. Donc c'est vraiment un outil qui va pouvoir être partagé entre la DV et le supply chain et qui va aussi permettre à la supply chain d'être alerté sur certaines commandes particulières et de suivre l'activité. Enfin, donc le dernier point de la promesse client, le niveau de service. Voilà les quelques métriques de l'étude qui sont révélatrices des difficultés qui sont liées à la fois à la collaboration avec le client et qui donc impactent les niveaux de service et les temps de réponse. Tout d'abord, des problématiques liées à la recherche de commandes. 2/3 des entreprises ont besoin de plus d'une journée pour retrouver une commande. Alors ça, c'est lié au classement manuel dans des boîtes en carton, d'archives papier souvent. 65% ne font pas de validation particulière en cas de commande client qui est significativement différente des précédentes. Donc ça, potentiellement, c'est quand même source de litige. Et puis, 45% n'ont pas de possibilité de transmettre rapidement la commande pour saisie en plus d'une journée. Donc, comment la solution Esquire vous aide là à être, on va dire, plus réactif pour répondre aux questions clients et donc à mieux collaborer avec eux. Donc, sur l'aspect collaboratif, la solution met à disposition de vos clients en standard un portail web qui va leur permettre de faire plusieurs choses, qui va leur permettre de commander en ligne, de vérifier les stocks, les quantités, de recharger une commande précédemment passée, d'accéder au statut des commandes en temps réel, et puis aussi de saisir des litiges directement en ligne. Il y a un outil de chat qui permet en fait une collaboration directe entre vous et votre client directement sur notre plateforme. Et puis on a différentes notifications email automatiques qui peuvent être envoyées aux clients lorsque sa commande est prise en compte, lorsqu'elle est en préparation, lorsqu'elle est livrée. On peut aussi, par exemple, envoyer des accusés de réception de commande pour éviter les coups de fil à la DV des clients qui se demandent si sa commande est bien arrivée, etc. Et puis, dernier point, là, on dispose d'un module d'archivage. Donc, l'ensemble des commandes clients va être archivé électroniquement dans la solution pour faciliter la recherche en fait ultérieure. Dans ce module d'archivage, vous avez aussi la possibilité d'intégrer des éléments qui sont annexes à cette commande, donc des bons de livraison, des factures associées, des documents de litige. Et ça vous permet quand même de tracer l'historique de votre transaction commerciale de façon complète et du coup d'être réactif en cas de question du client. Donc on vous a mis ici en fonction des 4 axes de la promesse client des retours en fait qui nous ont été faits pour nos clients. Premier retour qui est quand même fait, c'est sur la réduction des coûts. Donc vous voyez là Alere qui est un client espagnol qui a témoigné de 5 € d'économiser par commande. Bon, c'est un compte qui a plusieurs centaines de milliers de commandes par an, donc les économies sont importantes. Biomérieux, qui est un client français, a témoigné aussi des économies réalisées l'année suivant l'implémentation de la solution. Et Assa Abloy, qui est un client aux États-Unis, lui aussi a estimé à 250 000 € annuels les économies liées à la réduction des erreurs de traitement de commande. Sur la partie délai, là, vous voyez des temps de traitement réduits de presque 5% chez Moen, et puis Biomérieux aussi, là, le temps de traitement divisé par 4, puisque de 8 minutes, on est passé à 2 minutes par commande. Donc, c'est quand même effectivement intéressant, ce qui permet effectivement de gérer des pics d'activité, ce qui permet aussi d'absorber des nouvelles activités, notamment on est régulièrement sollicité par des entreprises lorsqu'ils font des rachats.
C'est-à-dire qu'en fait, ils vont racheter une société et l'ADV va devoir absorber les commandes de la nouvelle société avec un périmètre d'effectifs constant. Ensuite, sur la partie respect des engagements clients, Vaillant, qui est donc un client français, estime que effectivement ils sont capables d'absorber les pics d'activité saisonniers plus 30% de commandes entre septembre et janvier. C'est des Vaillant, c'est des chaudières. Donc c'est pour ça que le pic d'activité se retrouve entre septembre et janvier. C'est aussi l'outil leur a aussi permis d'obtenir un prix, une certification sur le service client qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir avant parce qu'ils sont capables justement de traiter de façon beaucoup plus rapide leurs commandes et de gérer les pics d'activité sans qu'il y ait d'impact en fait sur leurs engagements de service. Medrad aussi, vous voyez la baisse du pourcentage d'erreur qui est passé de 1,6% à 0,4%. Enfin, le dernier point, qui est là, qui a été quantifié par Sanofi et Medrad, notamment Sanofi a réduit 2000 appels clients par mois en moins au niveau de son centre d'appel. Medrad a réduit son turnover et effectivement, c'est un point qui est pas forcément le point pour lequel on vient nous voir au début, mais qui est très souvent remonté par les entreprises qui travaillent avec nous, c'est que l'outil permet de valoriser concrètement le travail de l'ADV et est très bien accueilli par les équipes et si bien accueilli qu'effectivement certains clients nous témoignent d'une réduction du turnover parce que l'outil est beaucoup plus convivial, beaucoup plus valorisant pour l'ADV, permet de mettre l'ADV au centre en fait du traitement de la commande client et de la relation client, puisque cet outil, comme il peut être partagé avec la supply chain, le marketing, les commerciaux, etc., l'ADV reprend, on va dire, un rôle central. Et donc, les équipes se sentent valorisées une fois ce type de projet mis en place. J'en ai fini pour la partie des cas clients. Je vais laisser Olivier conclure ce webinaire et puis ensuite on va répondre à vos questions. Merci. Alors en conclusion, ce qu'il faut retenir peut-être une synthèse en 5 points. Sur la promesse client, c'est que la supply chain peut s'organiser pour répondre aux besoins des clients. Après, c'est une question de coût, bien entendu. Pour comprendre les besoins des clients, faites des enquêtes, des entretiens terrain, et puis regardez ce que fait la concurrence, bien entendu. Les services doivent être différenciés en fonction des segments, on l'a vu également. Vous ne pouvez pas offrir le même niveau de service à tous les clients. Encore une fois, la construction de l'offre est participative avec la supply chain marketing. Et puis bien sûr, il y a des solutions d'utilisation qui permettent de supporter tous les process et tous les services à vos clients. Voilà. D'accord, merci Olivier. Alors, on va prendre les quelques questions qu'il y a eu. Donc, il y a eu plusieurs questions, à savoir si la présentation sera envoyée. La réponse est oui. Je vous l'enverrai dans l'après-midi, ainsi que le lien de replay du webinaire si vous souhaitez le réécouter ou le partager. L'une des questions, Olivier, peut-être pour vous, combien de temps faut-il pour redessiner la promesse client? Alors, en fonction du périmètre géographique et bien sûr du nombre d'entités organisationnelles avec qui vous travaillez, c'est en général entre 4 et 6 mois. C'est un temps moyen, ça peut être plus, ça dépend également de la partie enquête client qui prend du temps, qui doit être faite correctement. Voilà, comptez sur 5-6 mois et c'est à peu près la durée qu'il faut pour avoir écrit la promesse client. La mise en place, c'est encore autre chose. Alors, en fait, on a la même question, concernant la mise en place de la solution Esker. Donc, on va dire que ça dépend du périmètre. La mise en place est très dépendante du nombre de roll-out qu'on aurait à faire, parce que si on est sur un périmètre entre guillemets franco-français avec un service ADV ou on va dire un périmètre mono-pays avec un service ADV qui est situé dans ce pays, la solution
souvent est mise en place à 3-4 mois. Ensuite, on gère quand même chez Esker beaucoup de sociétés internationales avec un premier pilote dans un pays et puis ensuite des roll-out dans différents pays. Donc là, le pilote, on est sur 3-4 mois et puis après, les différents roll-out, ils peuvent prendre entre 1 mois et 2 mois en fonction de la complexité du pays à déployer. Donc, on va dire que si on est monopays, c'est pas un projet extrêmement long à mettre en place. Voilà, si on a, comme certains clients, 20 ou 30 roll-out à faire, là, effectivement, on peut mettre 1 année ou plus à déployer le projet au niveau mondial. Et ça dépend aussi un petit peu de la capacité de la société à roll-outer par elle-même et à être indépendante pour faire ses roll-out. On a une question. Peut-on connecter la solution Esker avec une plateforme B2B préexistante? Alors, j'avoue que je comprends. Est-ce que vous pouvez, donc la personne qui a posé cette question, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Parce que je suis pas sûre de la comprendre. Donc si vous pouvez préciser, j'essaierai de l'apprendre après. On a une question. Comment sont gérés les services additionnels via Esker? De la même manière, qu'entendez-vous par service additionnel? Si vous pouviez préciser. Sinon, il y a une question. Comment faites-vous pour aligner le marketing et la supply chain? Alors, on l'a évoqué 1 ou 2 fois, effectivement. On fait des ateliers, des workshops de travail participatifs, pendant lesquels on va préparer, bien sûr, tous les éléments qu'on a pu collecter jusqu'à maintenant, donc pendant le projet, c'est-à-dire l'enquête client, l'analyse de coûts, ce que fait la concurrence. Donc, on anime des ateliers sur plusieurs jours. Quelquefois, c'est 1 jour par segment de client ou par typologie de service. Effectivement, avec le marketing, avec les directions marketing, supply chain et manufacturing, on commence par travailler sur la segmentation des clients, quels sont les axes qu'on veut avoir pour les segmenter, et ensuite les différents niveaux de service qu'on veut associer à chaque segment. Donc ça fait l'objet de grandes discussions très intéressantes. Et à l'issue de ces workshops, on arrive à un premier niveau d'alignement qui prend du temps par la suite un peu à être validé au cours des pilotages, par exemple. Ok, merci. Donc, comment sont gérés les services additionnels via Esker? Et la personne parlait du catalogue de services, donc j'imagine que c'était par rapport à la slide que Olivier a montré au départ, que je peux peut-être reprojeter. Alors, je vais pas, d'accord, donc je vais pas voilà, je vais pas faire tout le catalogue, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le minimum order quantity, on peut tout à fait avoir une règle de gestion dans Esker qui dit que pour telle catégorie de clients ou pour tel client, on ne peut pas accepter la commande en dessous d'un volume de temps pour tel article. Ça, c'est vraiment une règle métier qui se paramètre dans la solution. Et puis, si jamais la commande est passée en dessous de ce volume, deux possibilités de faire se comporter la solution. Soit la commande est tout à fait refusée. Par exemple, un email automatique va partir au client avec le rappel de son minimum de quantité. Soit la commande va passer en validation chez une personne particulière pour savoir si oui ou non on peut livrer, étant donné que le minimum de quantité n'a pas été atteint. Sur la partie EDI, donc la solution, elle est capable effectivement de récupérer les informations des commandes EDI pour les intégrer au niveau des dashboards et des métriques. On est aussi capable, en cas de flux EDI préexistant, mais de fichiers EDI qui ne passent pas pour une raison ou pour une autre, de récupérer ces fichiers EDI, de les traduire dans la solution, de les présenter à un utilisateur de façon entre guillemets normale, c'est-à-dire sans code informatique, mais en ayant traduit la commande pour qu'elle puisse être redressée directement dans notre solution et puis réinjectée ensuite dans le flux EDI. Ensuite, sur la partie order acknowledgement, typiquement, on peut systématiser les confirmations de commandes auprès des clients. Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà, la gestion des stocks de consignation, la solution permet aussi de gérer les commandes de consignation. Donc effectivement, ce sont
les commandes de produits pour constituer des stocks qui sont chez votre client mais qui n'appartiennent pas, on va dire, à l'instant T au client tant qu'il ne les a pas utilisés. C'est du stock finalement déporté. Voilà, quelques exemples. Voilà quelques exemples. Le Dedicated Customer Contact, effectivement, on est capable, quand la solution reçoit une commande client, de déterminer en fonction du client, en fonction, je sais pas, d'une zone géographique, par exemple, qui doit traiter la commande. Donc, on va diriger automatiquement cette commande vers, on va dire l'interface de la personne qui est censée s'en occuper. L'order status tracking, c'est effectivement dans la solution. Vous allez pouvoir mettre à disposition un portail à vos clients pour qu'ils puissent voir que la commande a été réceptionnée, qu'elle est en cours de traitement, qu'elle a été livrée, etc. Donc voilà. Je vais peut-être pas faire. Alors, on a pas mal Une question sur la TP check. Vous voulez répondre non, alors la personne qui a posé cette question-là a beaucoup de questions. On va pas avoir le temps de toutes les prendre. Ce qu'on vous propose, on va vous faire rappeler par quelqu'un de chez nous on va les prendre toutes ces questions et puis on va vous rappeler pour y répondre. Est-ce le RP ou la solution qui vérifie la faisabilité de la commande? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire AATP check. Peut-être tu peux m'expliquer. ATP check, donc c'est effectivement une fonction logicielle qu'on trouve souvent dans les ERP, mais aussi dans d'autres solutions type Order Management System, qui vérifie la disponibilité des stocks pour des commandes. D'accord, donc c'est Esker. Qui priorise et qui attribue les stocks. Voilà, c'est Esker qui va directement faire ce contrôle en interrogeant le RP. Deux façons d'interroger le RP. Soit on a un connecteur synchrone développé avec cet ERP, ce qui est le cas par exemple d'SAP ou d'Oracle EBS, Oracle JDE. Donc on va de façon synchrone interroger le stock pour donner l'information. L'information, on va la donner dans notre interface. Soit on n'a pas de connecteur synchrone avec le RP, on fonctionne avec des réplications de tables à des périodicités qui sont définies en fonction de la criticité de ces tables, et puis on va donner cette information directement dans notre solution, oui. Ok. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Sinon, de toute façon, Olivier et Cathy restent à votre écoute. Alors effectivement, il y a quelques autres questions, mais là aussi, donc la personne qui a demandé par rapport à l'ERP a pas mal de questions. Donc à nouveau, je pense que ce sera plus simple de vous faire rappeler. On va vous rappeler, puis comme ça, on échangera directement sur l'ensemble de vos questions. Ok, bon écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous propose peut-être de conclure cette webconférence. Dans tous les cas, on a été ravis de vous accueillir avec nous ce matin. Je remercie vraiment Olivier et Cathy pour leur expertise sur le sujet. Et voilà, on a mis vos coordonnées email, donc n'hésitez pas à les contacter si vous aviez des questions bonus que vous n'auriez pas posées dans le webinaire. Voilà, on vous remercie tous et on vous souhaite une très bonne journée. On vous envoie la presse et le replay comme convenu. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.